Je suis moi aussi donc très heureux et très honoré d'être parmi vous à la Maison de la Nouvelle-Calédonie pour cette soirée. Et je vous remercie toutes et tous de votre présence et un merci particulier à Joël Viratel, directeur de cette belle maison, Anne Billan aussi de la confiance qu'ils m'ont témoignée en m'invitant à donner cette conférence. J'ai pu mesurer là-bas tout ce qu'Anne a pu inspirer, réaliser sur le caillou, dit-on, avec l'attachement qui est le sien à ce magnifique coin du Pacifique. Et je sais aussi la beauté de son écriture poétique. Je fais un signe cordial à Catherine, qui nous rejoindra tout à l'heure, par le miracle de l'image, pour laquelle j'ai aussi beaucoup d'estime et d'amitié. Et je salue l'ampleur qui a déjà été mentionnée de son œuvre en faveur des plus fragiles. Je me réjouis de retrouver donc Florence Faberon, proche à la fois de la question du handicap et aussi de la Grande Terre et de ses îles, qui sait rassembler tous ceux qui s'intéressent aux problématiques de cohésion sociale, voire l'Institut de recherche sur la cohésion sociale qu'elle préside. Heureux aussi de faire connaissance avec Nicolas Brignon, champion handisport et chargé de mission handicap en Nouvelle-Calédonie. Et bien sûr, je le redis, comme ça a été dit, félicitations aux artistes Joanne Bier et puis Marion Vichy, dont j'ai pu admirer les belles œuvres. Alors mon histoire avec les terres du Pacifique, les îles Marquises d'abord, puis la Nouvelle-Calédonie, est traduite, Monsieur Viratel, par vos mots. Je les reprends. J'ai beaucoup aimé cet éditorial que vous aviez écrit. Vous disiez ceci: entre la Nouvelle-Calédonie et la France, les liens ne tiennent pas simplement de la grande histoire des peuples. Ils ont pour trame des existences croisées d'hommes et de femmes qui ont parcouru d'abord en bateau, puis en avion, des milliers de kilomètres de rêves et d'espoir. D'un bout à l'autre de la Terre, poursuivez-vous, entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie, les allers-retours se font et se défont depuis toujours. Chaque voyageur posant un regard nouveau sur les choses les plus anciennes. Et au fil de ces relations, la France a découvert avec le temps que leurs histoires mêlées pouvaient aussi faire place à l'écoute et au partage. Alors, mon itinéraire, c'est un peu cela. C'est l'histoire d'une rencontre, d'un partage avec les terres et l'âme insulaire. Aux Marquises d'abord, à quelques 7 degrés sous l'équateur, puis la Nouvelle-Calédonie et d'autres terres du Pacifique. Et cette rencontre avec les terres insulaires a été provoquée pour moi par une lecture déterminante, et ceci dans la collection Terre humaine chez Plon. Je suis venu à l'anthropologie après des études de psycho, de philosophie et de littérature par un ouvrage Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss. Ouvrage remarquable à tous égards, qualité littéraire, peinture de paysages, récits théoriques et sensibles, érudition, pensée sociale, politique et philosophique aussi. Et Claude Lévi-Strauss ramenait alors les laissés-pour-compte de l'histoire, ceux des tribus indiennes d'Amazonie, au foyer le plus intime et le plus incandescent de notre identité. Il montrait que leur univers est riche d'une organisation sociale, de production artistique, mythologique, religieuse, aussi élaborée et signifiante que celle dont notre Occident croyait alors détenir l'exclusivité. Et comme tant d'autres, j'ai perçu dans cette réhabilitation un véritable renversement, car elle nous dotait d'un regard éloigné sur nous, sur notre culture, sur notre société, sur notre identité, avec ses doutes, avec ses manques, ses failles et ses fragilités. Et elle démontrait que dans toute personne, quelle que soit sa virtuosité apparente, qu'elle soit physique ou intellectuelle, niche l'essence commune d'une humanité tramée de vulnérabilité et de force. Et il n'y a pas de hasard. Après une expérience de plusieurs années en éducation ici en France, ce fut alors pour nous un départ familial aux îles Marquises. J'ai assuré là-bas la direction d'un établissement secondaire et j'ai préparé là-bas une thèse de doctorat qui conjuguait éducation et anthropologie culturelle. Et cette expérience de la culture maori sur les terres les plus distantes de toute région continentale m'a révélé
a révélé à celui qui n'avait guère sauté les murettes du jardin que finalement la réalité humaine s'égrène entre nos doigts en une multitude de visages, de silhouettes, d'expressions particulières, de singularités promptes, toujours à s'éloigner les unes des autres sans se connaître et sans se reconnaître. Elle m'a donné la conscience vive que partout sur la planète, c'est le triomphe éclatant du pluriel qui submerge l'uniforme, de l'hétérogène, du jamais tout à fait semblable, tout à fait vu ailleurs, mais que par-delà les discontinuités observables ou le vernis des dissemblances, les humains se posent partout et toujours des questions identiques sur la naissance, la maladie, la mort, la fragilité, la vie qui advient ou devient handicapée, autant de questions inscrites dans le concert humain universel. Alors de retour en métropole, dit-on, quand on vit dans les territoires ultramarins, j'ai alors décidé d'orienter mes travaux anthropologiques vers les situations de handicap à partir d'un constat: la rareté des travaux et recherches en ce domaine, hormis celles qui faisaient alors, je parle de quelques décennies, du handicap un état simplement saisissable à partir d'une approche uniquement médicale. Et j'ai constaté une sorte de méconnaissance assez générale des réalités de vie de ceux qui connaissent cette situation. Pour paraphraser Breton, j'ai vu là quelque chose fonctionnant comme un signifiant social et culturel qui cognait contre la vitre et que l'on tendait à oublier. Partant, la démarche anthropologique m'a aidé parce que la démarche anthropologique vise une intelligence du divers et des formes d'altérité, et elle ne pouvait donc que m'aider à penser autrement le handicap, qui excède de toutes parts un état biopsychologique particulier ou une situation individuelle, parce qu'il vient concerner les différentes facettes de la vie d'une communauté humaine. Alors, mes lectures, mes rencontres, des occasions multiples de lieux, d'expériences, d'engagement, ici ou ailleurs, grâce à tout cela, j'ai pu mûrir et développer des travaux autour de 5 axes. J'ai d'abord commencé par ce que j'ai appelé une anthropologie du très proche. Je pense qu'on ne peut pas parler de handicap sans savoir entendre, mais plus écouter ceux qui vivent cette situation, qui en sont les premiers experts au premier sens du terme, c'est-à-dire ceux qui font l'épreuve de cette situation. Le deuxième axe, je l'ai consacré à une anthropologie culturelle, parce que le handicap, évidemment, il est porteur d'imaginaire. On va y revenir tout à l'heure. Et cet imaginaire varie au fil des cultures. Je suis ensuite intéressé à une anthropologie des savoirs sur le handicap, parce qu'on parle du siècle des Lumières, et qui s'est intéressé à l'émancipation de l'homme par le savoir. Et j'ai quelquefois pu mesurer que d'autres lumières seraient nécessaires concernant la connaissance du handicap. Une anthropologie sociale, Florence l'a dit, à travers la société, et notamment la société inclusive. Et enfin, et je viens à mon propos, une anthropologie des fragilités. Quand la fragilité devient force, c'est le titre même de cette conférence. Partant, je formulerai ainsi le fil rouge de mon propos. Je dirai ainsi: il est impossible de penser l'humain hors de sa fragilité et de gommer sa chétivité constitutive. Il est nécessaire de regarder en face cette réalité afin d'être à même de déployer les forces et de tisser des liens qui nous permettent de vivre ensemble. Et je le résume dans cette formule dont j'ai fait sous-titre dans un de mes livres: il n'y a pas de vie minuscule parce qu'il n'y a pas de vie majuscule. Et nous le savons, vous et moi, il n'y a pas non plus de lieu ou de temps sur cette planète où ne se manifeste sous des formes diverses la fragilité dont ce que nous appelons handicap est l'une des multiples expressions. J'insiste là-dessus parce qu'il y a un danger de surparticularisation du handicap. Le handicap est une des formes de ces multiples expressions.
qui se sont fragiles intellectuellement, physiquement, psychologiquement, affectivement, j'en passe et bien d'autres. Mais nous sommes pris dans cette constellation de fragilité. Le handicap en est l'une des formes. Et le handicap que l'on trouve chez les humains, on le trouve aussi dans tous les règnes vivants. Il y a des plantes handicapées, je pense à la monotrope, qui ne peut pas faire photosynthèse, et donc qui se nourrit grâce à ces liens qu'elle tisse avec un arbre qui lui fournit ces éléments nutritifs. Elle est dépendante, et elle a besoin d'une solidarité. C'est vrai chez les animaux, et c'est vrai chez les hommes. Telle est la réalité du vivant. Toute la chaîne de ce vivant témoigne d'un côté des événements, des incidents, des accidents qui peuvent l'affecter, et de l'autre, des liens nécessaires et des ressources déployées pour les surmonter. C'est une invitation qui nous est faite à faire le deuil d'une irréelle normalité et d'une irréelle perfection. La vie, c'est un éternel combat entre Eros et Thanatos. Mais au cours du grand récit de l'humanité, quand on l'observe, comme au fil des cultures, les hommes que nous sommes n'ont jamais accepté cette loi. Et ils ne cessent de chercher d'autres explications à la vie blessée, au handicap et aux défaillances. Et les personnes en situation de handicap, du coup, restent souvent les proies d'un monde imaginaire alimenté par des croyances, des inquiétudes immémoriales et des processus d'esquive. Alors voilà, nous sommes en train de nous demander si elles sont des êtres humains complets, authentiques. Quelles sont les 1001 façons dont Dieu, les esprits, les ancêtres, le diable s'y prennent pour façonner le normal ou la normale? Pourquoi les puissances invisibles décident-elles de punir des vivants? Et quels signes veulent-elles leur envoyer? Est-ce que le premier matin du monde a connu le handicap? Éternelles interrogations angoissées qui, sous différentes formes, torturent les humains où qu'ils naissent, où qu'ils vivent et où qu'ils meurent. Et en Nouvelle-Calédonie, comme ailleurs, le handicap ne manque pas de générer un flot de fantasmes qui puisent dans un fond culturel, magique, religieux, toujours prégnant. C'est aussi vrai dans toutes les autres sociétés. Je pense ici à la thèse de Frédéric Patané sur le handicap dans la culture kanak, qui est en cours. Je pense aussi aux travaux de Patrick Gaudin, qui est fin connaisseur de la culture kanak. Partout et toujours, des illusions collectives, des superstitions, des peurs chimériques, des phobies, des oscillations entre croire et savoir. Des représentations qui agissent autour de cette fragilité que le nomme handicap comme un tourbillon qui emporte notre raison, de sorte qu'il n'y a pas de compréhension possible de ce qu'on appelle handicap hors d'un contexte culturel. Marcel Mauss parlait de fait social total. Beaucoup de significations lui sont attachées par rapport à un territoire, à une histoire, à un contexte physique, social, religieux, politique. Il n'est pas de société, il n'en existe pas, qui n'est pas une façon originale de manipuler la signification, le traitement de cette expérience humaine. Pas de société sans manière propre de maintenir un ordre et de fuir ce signe de fragilité universelle. C'est vrai dans l'océan des cultures, d'Amérique en Afrique, en Océanie, d'Asie en Europe. Les variations de cet imaginaire révèlent cependant des constantes. Nous avons des ennemis communs à travers les cultures, et ces ennemis communs, c'est l'illusion universelle de la normalité et de la puissance. On n'a jamais achevé de comprendre que le normal, ce que nous appelons normal, est une étrangeté dans le règne vivant. On n'a jamais fini non plus de s'extraire de cette ambiguïté fondamentale, tout à la fois le désir de se mettre à distance de la fragilité, du handicap, et le sentiment d'une grande proximité avec eux. Finalement, c'est une rencontre avec soi-même. Et ni les interprétations de tous ordres, ni les apparences de puissance, ni les velléités de grandeur ne parviennent à gommer notre précarité constitutive.
Je vais le dire ainsi, notre humanité, elle est chétive, elle est dépendante, elle est évanescente, elle est vulnérable, et vulnérable, étymologiquement, cela veut dire qui peut être blessé. Elle est à la merci, nous le savons tous. Ce n'est pas effrayant, c'est du réalisme. Nous sommes tous à la merci de repères mouvants, de trébuchements, de chutes. Bref, nous faisons ensemble un bruit de porcelaine brisée. Et je cite ici Joey Bousquet, qui disait ceci: « Je dois à ma blessure d'avoir appris que tous les hommes sont blessés comme moi. » Joey Bousquet, qui était un écrivain, qui vivait à Carcassonne et qui est entré dans une existence immobile suite à une grave blessure de guerre. Il était ami avec Paul Valéry, André Gide, Paul Éluard. Et donc partout, de Paris à Nouméa, des États-Unis aux îles Marquises, l'homme apparaît comme un édifice toujours menacé d'endommagement, aussi fragile que ses œuvres. C'est ce que disait Voltaire. Rien n'est jamais pour nous assuré, tout se révèle contingent, impermanent, chaotique, imparfait, jamais de totale plénitude. Et dans des contextes souvent marqués, et trop marqués, par une sorte d'agressivité ordinaire, eh bien ceci est difficilement toléré et mal admis. Alors faudra-t-il une autre controverse de Valladolid pour admettre que nos semblables, marqués plus que d'autres par une blessure, ne font qu'incarner un des multiples visages d'une même humanité? Pour reconnaître que le handicap, c'est une loupe, et il ne fait que réfléchir en l'amplifiant notre condition universelle. Et pour convenir enfin que notre peur du handicap est proportionnelle à notre peur pathologique de nous-mêmes. Nous nous voudrions parfaits et nous ne le sommes pas. Nous nous voudrions éternels et dès que nous naissons, nous sommes déjà assez vieux pour mourir. Alors, bien qu'inégalement répartie, la fragilité est donc à affronter comme un destin commun et à l'affronter solidairement. Sous des formes et des degrés divers, chacun présente des retards, des déséquilibres, des anomalies, des failles physiques, intellectuelles, psychologiques. Nous procédons tous, handicapés ou non, du même patrimoine, de la même histoire. Et Shakespeare avait cette belle expression aussi, il disait de la même essence de verre. Et le destin des personnes que le handicap rend plus vulnérables et le nôtre s'entremêlent inextricablement. Exposés au même roulis, sur la même embarcation, personne ne peut se croire préservé des coups de mer qui soudain submergent le pont et les voilures. Jamais hors d'atteinte. Ceci admis, ce que nous appelons handicap cesse d'être une infériorité pour devenir une possibilité générale de l'existence humaine. Une métaphore de notre imperfection contre laquelle nous luttons. Pénible rappel, j'en conviens, des menaces qui planent sur nous sans cesse et en même temps, c'est le moteur de notre existence humaine parce qu'il réside là dans la lutte contre notre vulnérabilité. Et l'espoir de parvenir à se hisser au-dessus d'elle décuple nos forces. Si certaines de ces forces se manifestent quasiment à notre insu, les autres ne se découvrent et ne se développent que dans l'adversité. Les forces vitales empruntent alors les moindres interstices, percent la coquille qui les emprisonne. Et Faulkner disait « L'huître sécrète une perle de ceux qui la blessent ». Je trouve que cette phrase est très belle, parce que grâce à son capital de ressources, d'énergie insoupçonnée, l'être humain est à même d'affronter des situations imprévues, des circonstances périlleuses. Par instinct, par volonté, il improvise, il reconstruit, il supplée, il s'adapte. Il advient qu'une entrave ouvre l'accès à un niveau supérieur de fonctionnement et devienne un moteur de développement. On constate souvent que lorsqu'un sens, par exemple, fait défaut, un autre se développe. Lorsqu'une faculté est entravée, une autre surgit. Et le handicap
incarne donc cette éclosion de facultés de suppléance, de contournement, et la confrontation avec ses propres réserves. Alors que généralement, il est envisagé comme une seule dégradation, une paralysie, une stérilisation des possibilités d'activité, de réalisation. Non. Ceux qui sont là ce soir, les artistes, les sportifs et d'autres encore, le montrent. Il peut se compenser d'aspects féconds. L'assèchement apparent peut engendrer une floraison, parfois accrue, à force d'être empêchée. Du corps ou de l'esprit rétif, défaillant, cessant d'être serviteur pour devenir écueil, naissent des énergies allant jusqu'aux limites extrêmes de l'humain. Et à contrario, nous le savons tous, des facultés intactes, un corps et un esprit performants ne garantissent ni l'ardeur à vivre ou à s'accomplir, ni la capacité et le désir d'entreprendre. Alors, tout en récusant la sublimation, l'idéalisme naïf, reconnaissons que certaines vies reconstruites à bout de bras représentent des modèles de détermination et de réussite. Tout a dû être surmonté par une volonté triomphante des manifestations de la blessure. La vie en apparence brisée peut donner, paradoxalement, des raisons de lutter, de résister, de vouloir inverser le cours des choses. C'est pourquoi la longue histoire des hommes reflète cet alliage d'argile et de marbre. Et elle ne s'est pas faite sans la capacité de dépassement, la mobilisation de ce qu'on appelle le processus de résilience, le talent de personnes affectées de déficiences, parfois extrêmes. Et quel que soit le temps et les cultures, les exemples foisonnent. Scientifiques, politiques, inventeurs, philosophes, peintres, sculpteurs, musiciens, écrivains, poètes. C'est le cas de Frida Kahlo, dont j'affectionne la peinture. C'est le cas de Pascal. C'est le cas d'Hélène Keller. C'est le cas de Schumann, de Rousseau, de Démosthène, de Dostoïevski et tant d'autres auxquels j'ai pu m'intéresser dans l'un de mes ouvrages. Comme les artistes qui sont parmi nous ce soir, ou les sportifs, eh bien, chacun d'eux savait de cette science certaine que donne l'expérience vécue la place de la vulnérabilité et des ressorts nécessaires pour la surmonter. Et leur flamme créatrice est née dans l'adversité, et leur œuvre, conquise sur leur apparente faiblesse, a grandi pour s'élever au rang des plus belles. Alors, sans verser dans la fantasmatique des surhommes ou interpréter hâtivement les rapports entre leur handicap et l'ampleur de ce qu'ils ont accompli, il est difficile d'ignorer chez eux l'existence d'un processus cathartique. Leur vie et leur réalisation sont une même aventure. Et ils témoignent de la même ambition, faire œuvre pour triompher des limitations qui les mettent constamment en proie à un risque de basculement. Intransigeants avec eux-mêmes, ils réunissent pour se reconstruire les matériaux qu'ils s'efforcent d'arracher aux ravages de leurs difficultés. Et si l'on entend par résignation le renoncement à un idéal, ils ne renoncent jamais. Même au plus bas de la dépossession, et je pense ici à Frida Kahlo, ils se relèvent pour continuer à créer, ils se rebellent, refusant de se soumettre aux pesanteurs et aux empêchements de vivre. Mais parce qu'ils sont, comme nous tous, humains, rien qu'humains. Bien sûr que leur force est inégale, elle est fugitive, elle connaît des mouvements de ressac, et on les découvre, comme les autres, tantôt aussi faibles que si le sang désertait leurs veines, tantôt aussi forts qu'aucun écueil ne semble pouvoir freiner leur élan vital et créatif. Tantôt le lâcher-prise et l'abandon à la faiblesse, tantôt la résistance et le triomphe de la force. Tantôt l'un et l'autre enchevêtrés. Nous sommes les mêmes. Il n'y a pas d'un côté une humanité handicapée, avec des fragiles, et de l'autre côté une humanité qui ne serait pas, avec des forts. Nos vies sont ambiguës. Nous sommes toujours entre meilleur et un pire, Pascal disait, toujours à la limite du fini et de l'infini. Et Frida Kahlo, dont je parlais tout à l'heure, vous savez qu'elle a été victime de la poliomyélite à l'âge de 6 ans.
puis broyé dans un accident 12 ans plus tard, et qui a su transformer la déchéance de son corps qui dévorait sa féminité en splendide tableau. Elle disait que l'art, c'était sa seule intégrité, c'était sa révolte, c'était son moyen de survivre à la déchéance de son corps et à ses interrogations angoissées. Force et faiblesse. À l'instar de Frida Kahlo, des femmes et des hommes font subir un renversement, un retournement au handicap pour donner à voir une clarté dans la brume qui le nimbe. Ils composent, ils peignent, ils écrivent, ils inventent, ils réalisent des performances sportives, certes pour s'exprimer, mais avant tout pour s'emparer de leur vie et lui rendre sa hauteur. Ils entreprennent, ils créent pour redonner une unité à leur être parfois dissocié et accéder à un autre ordre d'existence. Alors certains, sous la façade de leur notoriété, peuvent apparaître, il est vrai, comme des exceptions et des privilégiés dans leur capacité d'action et de création. Néanmoins, leur situation donne une ampleur particulière à leur expérience individuelle, l'élevant au rang de symbole. Et ces itinéraires singuliers mettent en lumière une réalité paradoxale, celle qui est au cœur de notre réflexion ce soir. Si le handicap impose de multiples limitations, impuissance, d'indicible détresse, des sentiments d'infériorité, qu'il contraint à renoncer à des aspirations, les personnes qui le vivent et leurs proches le savent bien, qu'il peut réduire aussi en poussière certains désirs et projets, restreindre certaines capacités, mais jamais sans toutefois obérer l'ensemble des possibilités de naître. Certaines, je l'ai dit, peuvent même s'accroître. L'écart à l'équilibre, à la norme, à la moyenne, tue et crée à la fois. Il provoque à exister, à transcender sa faiblesse. Et même dans les cas, et on ne saurait les oublier, où une déficience se laisse tout entier exsangue et semble privée de toute liberté, les plus infimes forces, les plus inaperçues, veulent vivre et s'exprimer. Nul être, tant qu'il est vivant, ne renonce à tout. La blessure n'est jamais une totale négation. Et l'œuvre vie de ces créateurs, de ces artistes, de ces sportifs et d'autres, tant d'autres d'ailleurs qui passent inaperçus, amène donc, et c'est sa puissance, à déshabiller la nature de l'humain. Elle éclaire d'une lumière crue la déchirure entre sa nudité et la hauteur à laquelle il aspire. La fracture entre la conscience d'une chétivité que j'ai appelée constitutive et l'obsession illusoire de la maîtrise. Et leur vulnérabilité s'élargit à nous tous, comme pour nous insuffler la force de la dépasser. Et elle montre, mes amis, que la fragilité n'est pas accidentelle, qu'elle n'est pas de surface, qu'il s'agit d'une fragilité d'identité. C'est ce qui définit notre humanité dans sa chair. Et c'est là, paradoxalement, que niche la source d'une réelle solidarité entre nous, entre les humains plus ou moins préservés des traquenards et vicissitudes de la vie. Si la force divise, la fragilité nous réunit. C'est peut-être notre seul lien natif. Glorieuse ou sans grade, favorisée ou disgraciée, souverain ou servant, cette fragilité irradie nos gènes. Elle est à fleur de notre épiderme, jusque dans des formes insoupçonnées. Et la vanité, l'illusion d'omnipotence, dont on voit bien que naissent le mépris et l'exclusion, procèdent de la négation de cette évidence. L'humanité se pervertit dans la célébration exclusive de la force, de la compétition, de la victoire. Et on voit bien qu'alors elle tente à se durcir et à s'égarer
dans des formes de violence. Il n'y a pas de faibles, il n'y a pas de forts. Il y a seulement des inconscients, des imprudents ou des présomptueux qui jouent aux puissants. Et je reprenais l'une des lettres à Lucilius de Sénèque, qui s'en faisait déjà l'écho. « Nul, disait-il, n'est plus fragile que nôtre. Nul n'est plus qu'un autre assuré du lendemain. » Il illustrait son propos par l'évocation d'Alexandre le Grand, qui était élève d'Aristote, qui était roi à l'âge de 20 ans. Alexandre, roi de Macédoine, commençait l'étude de la géométrie. Le malheureux, il allait savoir combien est petit ce globe dont il n'avait conquis qu'une bien faible part. Malheureux, dis-je, il allait sentir la fausseté du surnom qu'il portait, car qui peut être grand sur un si mince théâtre? Cette réalité existentielle dont je viens de parler, les personnes en situation de handicap l'éprouvent crûment. Et les autres s'efforcent de la tenir ensevelie, mais finissent peu ou prou par l'expérimenter. Et quoi qu'il en soit, vous le savez, nous le savons, l'existence contraint à des cures de réalisme. Et ce, en un temps où il est mal vu d'apparaître fragile. La vulnérabilité, cette inquiétude anthropo-philosophique, confronte donc notre société à des questions de fond. Ces questions de fond, j'en formule quelques-unes. Comment recréer des liens, autres que compassionnels, entre ce que l'on dit les plus fragiles et les autres? Comment recréer ces liens? Comment redonner une signification réelle à la notion d'universel et de patrimoine humain et social commun? Et quel peut être le sens d'une existence dans une société corrosive quand on ne paraît pas assez fort pour s'imposer? Parce qu'on voit bien, il y a une sorte de nouvelle religion entrepreneuriale qui canonise le battant, qui mythifie le gagnant, et on se dit alors, qu'en est-il de ceux qui ne peuvent entreprendre et s'imposer? Ça questionne aussi sur les responsabilités de ceux qui entreprennent, qui gagnent, envers ceux qui ne peuvent pas entreprendre. Et comment amener les êtres humains à grandir à la mesure de leur nouveau pouvoir sur eux-mêmes et du monde? L'impression de maîtriser la vie, de maîtriser le monde par l'essor exponentiel de la science et des technologies. Et dans notre théâtre de l'heure, comment retrouver l'humilité qui permet d'admettre le hasard, l'imperfection et la mort qui découlent de notre naissance même? Interrogation d'autant plus cruciale, et je le dis ainsi, que rarement épidémie d'autocentration et de paraître n'a été plus violente. L'individualisme est devenu la règle, et on voit bien partout le cinéma des apparences, je montre, donc je suis. Il n'est guère surprenant que dans ce contexte, d'où l'intérêt d'y réfléchir ensemble, que les plus fragiles subissent puissamment les ondes de choc de cette société, plus exigeante d'indépendance que de conscience de l'autre, qui ne parvient pas à se donner un sens supérieur par la relation à l'autre. N'est pas courtiser. Penser n'est pas séduire, c'est pas faire preuve de complaisance à l'égard des médias, de l'opinion courante, ni se contenter de déplorations sur l'homme blessé en laissant la grande machine sociale aller son train actuel, survalorisant les uns, infériorisant les autres. Parce que rien n'exprime mieux l'archaïsme et la laideur de l'humain que sa capacité à déconsidérer les plus vulnérables. Leur mise à l'écart dénature notre nature humaine. Dès la première esquisse de notre vie, je l'ai dit, nous sommes liés, ontologiquement liés par cette fragilité et non pas par la force. Elle est la source, cette fragilité, et la raison profonde de toute relation à laquelle elle donne son contenu, elle donne son sens, celui d'une aventure et d'une destinée commune sur un territoire commun. L'homme, finalement, et c'est mes derniers mots, est d'autant plus fort qu'il se connaît
et qu'ils s'assument vulnérables. Notre modernité se refuse pourtant, avec obstination, à l'admettre. Il n'y aura pas, je crois, de régénération des idées, des pratiques sociales, il n'y aura pas de restauration ontologique qui peuvent s'effectuer sans la reconquête de l'humanité des plus vulnérables, sans replacer la problématique qui est la nôtre ce soir de la fragilité dans la condition universelle. Je vous remercie.